C'est un lieu que j'aime beaucoup, Cransac, voilà, Firmy, Cransac, Aubin. Les ouvriers sont partis de là. Aubin est annoncé à 9 km. On n'est pas encore à Decazeville qui est à 6 km. Le matin de bonne heure, dans le noir, ils partent en sabot à la ville pour demander des comptes au sous-directeur, pour exprimer leurs revendications. Moi, il a fallu que je vienne ici, à Firmy, Aubin, que je circule sur le territoire pour comprendre leur colère. Parce qu'on ne se met pas en marche comme ça si vraiment il n'y a pas de bonne raison. Ils avaient autre chose à faire que de faire 9 km à pied pour aller toquer à la porte du sous-directeur et dire on est maltraité, on a besoin d'un peu plus d'argent pour la benne extraite, pour le boisage, les questions classiques de l'époque, quoi. Et on la comprend, cette colère, en traversant le paysage. Je suis très content de revenir ici en plus. J'aime bien cet endroit. Ça vibre de tellement de choses. Je suis sûr que des milliers de mineurs ont foulé ces marches. On est à Aubin, où il y a eu un drame terrifiant. Des hommes, des femmes et des enfants sont tombés sous les balles militaires. Lors d'une grève de mineurs, d'ouvriers. Une année funeste, 1869. C'est un drame qui a inspiré le poème de Victor Hugo, Aubin, et puis en partie Germinal. Zola s'est beaucoup inspiré de ce drame. La scène dans Germinal où les soldats tirent sur les mineurs est inspirée de ce qui s'est passé ici, où des femmes et des enfants sont tombés. Il y a un petit Louis de 7 ans qui est tombé, une maman, Julie, 42 ans, puis ensuite beaucoup de mineurs, François, Eugène, Jean-Pierre. Et c'est un événement important pour notre histoire parce que Jules Quérade, le maire de Decazeville, maire républicain, il a été évidemment contemporain de cet événement, témoin, et c'est un événement qui a été un vrai traumatisme et qui explique beaucoup l'attitude de Jules Quérade pendant l'affaire Vatrin. C'est-à-dire que le 26 janvier 1886, quand il refuse que les militaires, enfin en tout cas que les gendarmes interviennent dans le conflit, il y a à mon avis dans son esprit cet épisode. Il se dit je ne veux pas que ça dégénère comme ça a dégénéré en 1869 à Aubin. J'ai découvert un numéro, un volume de l'illustration. Et dès que j'ai ouvert le volume, j'ai découvert une scène de crime. Alors évidemment, comme auteur de romans noirs, ça ne pouvait que m'intriguer, m'inspirer. Et j'ai découvert cette fameuse affaire, l'affaire Jules Vatrin. Alors ça faisait longtemps que j'avais envie de camper une histoire dans ce territoire. Et puis, évidemment, le sujet était excitant. Des mineurs, un jour, des ouvriers se mettent à marcher, vont demander des comptes au sous-directeur d'une mine. Ça tourne au vinaigre, ça tourne à la tragédie. Il y avait tous les ingrédients d'une histoire romanesque et puis d'une histoire comme je les aime, quoi, sociale, âpre, avec évidemment énormément de personnages à incarner, à mettre en scène. Voilà, il y avait un potentiel magnifique pour écrire une grande histoire.
Un homme qu'on va chercher dans son bureau, à qui on exprime certaines revendications légitimes, me semble-t-il, à l'époque, puisque les ouvriers n'étaient quand même pas très bien traités, voire ils étaient maltraités. Donc on va voir cet homme, on lui demande des comptes d'une certaine façon, et puis la journée va se dérouler et ça va finir par sa mort. Donc il y a là un déroulé dramatique qui est inspirant. Comme auteur de romans noirs, pour moi, je m'y retrouvais. Jusqu'au bureau de Jules Vatrin, ils étaient au départ quelques dizaines, puis quelques centaines, et ils sont arrivés, ils étaient des milliers. Ça pourrait faire une scène de film extraordinaire. Au moment où Jules Vatrin est conduit à la mairie pour que les représentants des mineurs expriment leurs revendications, il y a facilement 2000 mineurs, oui, qui sont là autour de Vatrin, dont certains hurlent « à mort Vatrin, à mort Vatrin, mort aux Prussiens », parce qu'ils venaient de Metz. À mort le Prussien. Au bassin. Il y avait un bassin, on voulait le tremper. Ça a dégénéré très vite, en vérité. C'est monté très haut dans la colère, très vite. C'est sûrement un bâtiment comme celui-là qui a été le cadre du drame. Alors il y a une foule de personnages incroyables à plusieurs temps du récit, puisque le récit se découpe en 3 temps très précis, le meurtre, la grève et le procès. Donc à ces 3 temps, on a des personnages très différents. Et il y a plusieurs personnages évidemment qui traversent ces temps-là. Donc il y a la victime, Jules Vatrin, dont on va au fur et à mesure du récit décortiquer l'action, la psychologie, l'histoire personnelle. C'est un personnage qui est fascinant parce que il est l'expression de toute une époque. Il est le fruit aussi de toute une éducation industrielle. On dit de lui que c'est une perle de l'industrie minière. Il a été formé à Saint-Étienne, à l'école des mines de Saint-Étienne, et puis ensuite il est sorti premier de sa promotion, c'est pas rien. Et puis il a été en poste dans plusieurs mines, y compris en Alsace, avant d'être nommé sous-directeur à Decazeville par la compagnie des houillères et fonderies de l'Aveyron. Donc un personnage de son temps, voilà, dont la psychologie évidemment est particulière, puisqu'il est au service du capital, donc il applique des ordres qui ne sont pas toujours faciles à appliquer. Et c'est un personnage que l'on dit cruel, méprisant. On l'accuse de brimer ses plus proches collaborateurs, de les faire sécher sur pied. C'est très violent. Donc c'est quelqu'un qui syncrétise un peu toutes les colères, toutes les rancœurs, toute l'amertume de ce moment-là de Decazeville, de l'histoire de la mine. Donc c'est un personnage magnifique à raconter, parce que c'est aussi un personnage contrasté. On découvre au moment du procès qu'il avait quand même une certaine humanité. Voilà, les choses ne sont jamais aussi claires qu'il y paraît. Il faut imaginer que le paysage à l'époque était très différent. Beaucoup moins boisé évidemment, puisqu'on avait utilisé le bois pour les fonderies, pour la métallurgie, donc tout était pelé. L'activité minière, on va dire, c'était comme un ogre. Ça mangeait les paysages. Ça avançait petit à petit. Ici, dans le secteur, entre Saint-Christophe et Decazeville, il y a plusieurs lieux qui ont été des lieux d'extraction à ciel ouvert ou en profondeur. Il y avait les 2 types d'exploitation. À chaque fois, c'était, on exploite à un endroit et puis on avance. Et on avance sans trop se soucier du patrimoine. De cette façon, on a grignoté des hameaux, on a grignoté des châteaux. Les châteaux ont disparu du paysage
remplacés par des unités métallurgiques ou des chevalements pour l'exploitation minière. Il y a même un village où les machines sont allées au ras de l'église. C'était assez spectaculaire. C'est une photo qui existe et qui montre combien la mine était un ogre, quoi. Elle mangeait tout sur son passage. La journée sera longue pour tout le monde. Et la dernière pour l'un d'entre eux, Jules Vatrin, sous-directeur de la compagnie des houillères et fonderies de l'Aveyron. Vatrin l'aurait bien cherché. Il n'aurait mérité que cela. Il aurait dit qu'il préférait mourir plutôt que de céder. Dimanche déjà, des ouvriers de la mine de Paléret s'étaient indignés, découvrant le montant de leur salaire pour le travail du mois précédent. Le surlendemain, 6 heures du matin, ils se mettent en grève. Ils sont 200. Ils se rendent à Combes, à Lavès, à Bourran, à Firmy. Un très long périple à pied, de mine à mine. Il fait froid. Les sabots claquent sur les chemins. Au fur et à mesure, leur nombre croît. On ne peut éviter les heurts. À Bourran, un maître mineur est frappé. Les mineurs marchent résolument sur Decazeville, où ils font cesser le travail à la forge. Ils sont maintenant 400. Il y a un temps qui est brutal, qui est très ramassé, puisqu'il se joue sur une journée. Ensuite, j'essaie d'apporter plusieurs éclairages. Le point de vue de la presse, le point de vue des politiques. Et puis après, il y a le temps qui est le temps le plus long, où là, je développe et j'essaie d'expliquer ce que peut être une grève de Decazeville au XIXe siècle, hein, dans le contexte industriel que l'on connaît, qui est déjà un contexte complexe, puisque on parle de crise en 1886, on parle de mondialisation, on fait venir du charbon d'autres pays, on alimente on provoque la concurrence, on tire les profits de tout cela. Il y a des jeux quand même assez douteux qui se mettent en place. Et donc j'essaie, à travers cette grève, de montrer tout le processus d'une grève, avec tous ces rebondissements, puisque ça a été une grève longue. Inévitablement, il y a eu des médiations d'hommes politiques, d'entrepreneurs. Il y a eu une posture de la compagnie qui a été une posture assez violente, qui ne voulait pas céder parce que le régime était républicain. Et ensuite, le troisième temps, celui du procès, c'est celui où l'on va croire, on va penser qu'il va y avoir un dénouement. Ça va se jouer en quelques audiences, quelques journées donc, et là on va reprendre le meurtre et on va être au cœur du meurtre, c'est-à-dire que tout ce qu'on ne savait pas au début parce que ça avait été violent, immédiat, brutal, ça s'était joué en peu de temps, là on va essayer de comprendre ce qui s'est joué à chaque moment de cette journée, avec le rôle qu'ont pu avoir tous les personnages ou qu'ils n'ont pas eu. Et là, c'est l'intérêt de cette partie-là, parce que finalement, ce n'est pas 10 hommes qui sont présumés coupables, qui sont responsables, c'est une masse informe qui est responsable. Là, tu peux être sûr que des députés, des journalistes sont descendus dans cet hôtel pour parler de l'affaire Vatrin. Émile Basly, sans doute aussi, Camillina, tous les députés qui sont venus en soutien aux mineurs. J'ai pris le compte-rendu du procès dans 2 journaux opposés, un républicain, l'Aveyron républicain, et l'autre le journal de l'Aveyron qui était
considéré comme journal de droite réactionnaire. J'ai étudié précisément le déroulé du procès dans les 2 journaux. Je les ai croisés. Ensuite, je suis allé dans la presse nationale, notamment dans le Cri du Peuple, pour voir ce qu'on en avait dit. Et évidemment, là, il y avait quelque chose de complètement plus violent, plus rude, plus engagé. Hein. Et puis, il y a eu un moment magique. Je suis allé à Decazeville, à l'association de sauvegarde du patrimoine industriel du bassin de Decazeville. Et là, j'ai été voir les bénévoles de cet endroit et je leur ai dit, est-ce que vous avez un dossier sur l'affaire Vatrin? L'instinct du romancier. Et là, ils m'ont dit, oui, on a un dossier. J'ai ouvert ce dossier et j'ai trouvé des documents que personne n'avait consultés depuis l'époque. Ce sont les correspondances de la compagnie des houillères et fonderies de l'Aveyron. Et là, ça a été magnifique parce que j'avais le contrepoint. J'avais la matière pour créer du dialogue entre le président de la compagnie et ses administrateurs, avec les gens du pouvoir, et de saisir, de soupçonner les liaisons entre le monde de l'industrie et le monde politique. J'ai retrouvé des télégrammes, j'ai retrouvé la note qui demande qu'on fasse une fiche sur le maire républicain de Decazeville. Qui est cet homme? On sait, il est républicain, il n'est pas des notes, mais plus encore. Faites une enquête sur tel ou tel mineur, syndicaliste. Ça a été merveilleux. La compagnie a archivé tous les documents, toutes les pièces à conviction, pratiquement jour après jour. Alors évidemment, il y a la déposition de Petit-Jean devant le juge de paix. Alors c'est écrit évidemment d'une manière incroyable, comme on savait le faire à l'époque, une écriture très ronde, très travaillée. Et il y a ce que j'estime être ma pépite, ma bonne veine, ça a été tous les télégrammes échangés pendant le moment du drame, et après le drame surtout, et on retrouve des choses complètement étonnantes. Par exemple, ce télégramme-là du 28 janvier, 2 jours après le meurtre. Et le meurtre est venu parce que les ouvriers avaient des revendications. Hein. On peut lire de la part de Petit-Jean, le directeur de la mine, travail continue à marcher comme d'habitude, juge inutile présence conseil d'administration, aucune réclamation sérieuse ayant été formulée, et tout paraissant calme. Comptez que nous ferons tout ce qui est utile, Vatrin mis en bière en ma présence. C'est extraordinaire. Et en plus, ça c'est le texte recopié pour archives. Le télégramme, il est codé avec des chiffres. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? C'est un roman social, c'est un roman criminel, c'est un roman judiciaire. C'est un mélange de tout ça. C'est un livre qui allie à la fois ma passion de l'histoire et de l'histoire sociale, du monde ouvrier, de l'industrie. C'est un monde d'où je viens, puisque je suis fils d'ouvrier et j'ai baigné toute mon enfance dans cette ambiance. Voilà, et le romancier qui, au fil des années, effectivement, a déroulé des histoires dans une ambiance ouvrière, mais qui n'est pas du tout la même, puisque moi j'ai raconté dans mes romans noirs un monde industriel perdu, défait, voilà, détruit, complètement détruit dans le nord de la France. Mais il est évident que si je n'avais pas travaillé sur ces questions, je n'aurais pas eu peut-être le réflexe de cette histoire et cette envie de cette histoire. Ils en ont bavé, tu sais. Hein.
tellement beau aujourd'hui.